Bienvenue dans l'exposition Chagall, le passeur de lumière. Cette exposition a été conçue dans le cadre des 800 ans de la cathédrale de Metz, cathédrale dans laquelle se trouve le premier grand cycle monumental de vitraux conçu par Marc Chagall. Chagall conçoit des vitraux à partir de 1956 et jusqu'à la fin de sa vie. C'est toutes ses créations dans 15 édifices qui sont présentés dans cette exposition à travers à la fois des dessins préparatoires qui permettent de comprendre comment cet immense peintre passe d'une peinture à une œuvre de verre en collaboration avec des artisans, des maîtres verriers extrêmement talentueux et qui ont une grande liberté laissée par l'artiste. L'exposition s'intéresse également à l'inventivité iconographique de Chagall présente dans ses vitraux et dans son œuvre plus largement, puisque nous mettrons en correspondance avec ces vitraux certaines peintures, sculptures, tapisseries ou céramiques de l'artiste. Chagall se plonge dans la Bible, qui est l'un des sujets de prédilection qui hante les vitraux. Cette Bible qui le captive depuis son plus jeune âge et qu'il conçoit comme la plus grande source de poésie de tous les temps, non pas comme un dogme préétabli, mais comme une source dans laquelle puiser et à partir de laquelle rêver, inventer des visions. L'exposition suit un fil chronologique. Commande après commande, vous découvrirez les grandes questions qui ont habité Chagall lors de la création de ces vitraux. Les tout premiers vitraux de Chagall ont été réalisés dans l'église Notre-Dame de Toute-Grâce sur le plateau d'Assy en Haute-Savoie. Ce sont des vitraux relativement petits, très clairs et très peu colorés parce que la pièce maîtresse de ce baptistère dont Chagall a reçu la commande est cette très grande céramique murale qui, elle, est très colorée et qui devait être très bien éclairée par les vitraux. Comme dans ses peintures, Chagall, quand il reçoit une commande, travaille avec une très grande liberté, c'est-à-dire que quand bien même un sujet a été décidé avec le commanditaire, il associe très librement les figures, les motifs qui l'intéressent. Ici, par exemple, avec le commanditaire, ils se sont mis d'accord sur une traversée de la mer Rouge, qui est un épisode de l'Exode qui, depuis les premiers temps du christianisme, a été interprété comme une préfiguration du baptême. Donc c'était un sujet qui convenait parfaitement pour un baptistère. Et Chagall représente la traversée de la mer Rouge avec tous les éléments qui permettent de l'identifier, c'est-à-dire Moïse avec un bâton qui ouvre la mer, qui permet aux Israélites de passer, guidés par l'ange de Yahvé tout en haut, et qui referme la mer sur les Égyptiens lancés à la poursuite des Israélites. Mais Chagall associe à ce thème des choses qui lui sont très personnelles. Par exemple, on peut voir en haut à gauche un poisson qui est en train de surgir de l'eau, un roi David avec une lyre, un couple qui flotte, et ici à droite, un Christ en croix, une pendule ailée et un peuple implorant qui est guidé par une petite figure de juif errant avec son baluchon, figure qu'on retrouve à gauche de l'ange tout en haut. Je suis venu avec un confrère, un jeune confrère, pour faire face à une situation tout à fait incroyable, parce que nous n'avions jamais vu ça à ce point. L'œuvre de Chagall s'émiettait dans toute cette zone, se fragmentait sur le mur. Et les pères de l'église étaient catastrophés. Chaque matin, ils venaient, ils ramassaient des petites miettes. Et donc, devant cette incapacité de résoudre le problème, ils ont fait appel à des gens qu'ils pensaient être du métier. Et nous sommes venus armés de plein de bonnes intentions et de beaucoup de certitudes. Et on a commencé à creuser le mortier de pose, parce qu'il faut imaginer que l'œuvre était entièrement cernée de mortier de ciment. Nous avons commencé par dégager tout le mortier de pose autour de la partie basse de la céramique. Et on a gratté. C'est un peu comme un métier de chirurgien. Il y a une pathologie et en fait, on ouvre, on inspecte, on consulte, on ausculte. On peut passer des radiographies, on peut passer différents appareils et après, on pose un diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, on intervient. Alors cette aventure du sauvetage de la traversée de la mer Rouge a un point saillant. Dès lors que le lien avec le bâtiment a été rompu, l'œuvre devient un objet mobilier.
Et ça a un immense avantage, c'est que si on peut constater que toutes les altérations des céramiques murales proviennent de leur assujettissement au bâti, les libérer, c'est non seulement les libérer du risque de s'altérer, mais c'est aussi leur donner l'occasion de voyager. C'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque l'œuvre, chaque carreau est accroché sur une structure, et si elle vient aujourd'hui à Metz, c'est grâce à la rupture de ce lien historique entre l'œuvre en céramique murale et le bâtiment. Dans cette exposition, nous présentons des œuvres inédites qui n'étaient jamais sorties de leur lieu d'origine, comme les œuvres de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce sur le plateau d'Assy, cette immense céramique, mais aussi cet ensemble de vitraux absolument exceptionnels qui proviennent de la chapelle du Saillant à Voutzac en Corrèze et qui ont été déposés pour être sécurisés et mieux sauvegardés. Nous avons profité de cette opération de sauvegarde pour faire voyager ces vitraux et les montrer dans l'exposition en lien avec les différentes commandes, les 15 commandes de vitraux que Chagall a réalisées au cours de sa vie. Ces vitraux donc proviennent de cette chapelle dont les premières fondations remontent au XIIIe siècle et qui a été ensuite construite en 1620 dans son état actuel par Jean II de l'Astérie, vicomte du Saillant, qui possédait le château attenant. La chapelle devient propriété de la municipalité après la Révolution française. Et en 1970, Guy de l'Astérie du Saillant, descendant direct de Jean II de l'Astérie, vicomte du Saillant, rachète le château de ses ancêtres, attenant à l'église. Il entreprend la restauration de son château et parallèlement, il rassemble des fonds privés et publics pour restaurer la chapelle municipale. Guy de l'Astérie du Saillant s'était rendu à Nice, au musée national Marc Chagall. Il avait été absolument transporté par les vitraux de l'auditorium qu'il y avait découvert. Il s'était également rendu à Reims, à la cathédrale, dont il connaissait les vitraux de Marc Chagall, qu'il avait marqués, dont la bleuté l'avait absolument ébloui. Il demande donc à Chagall d'intervenir pour combler des fenêtres vides ou dont les verreries polychromes du XXe siècle lui semblaient trop peu intéressantes. Chagall commence par refuser. Il est âgé, fatigué, a trop de travail et ne peut se prêter à cette nouvelle commande. L'opiniâtreté de Guy de l'Astérie du Saillant, qui s'adjoint le soutien de Jean-Louis Horat des monuments historiques et de Charles Marc, mène Chagall à accepter cette commande et à créer des esquisses, des maquettes dès 1977 pour répondre à cette commande. Il commence par créer des vitraux pour le chevet, ce grand vitrail, cette grande baie sur le thème des 4 éléments qui permet d'observer ce travail à la fois de la gravure du verre doublé. Donc le verre doublé est un verre composé de 2 couches, ici un bleu sur blanc qui est travaillé à l'acide de façon à rogner la couche bleue supérieure et à retrouver le blanc sous-jacent pour créer dans une même pièce de verre des nuances extrêmement subtiles. C'était une technique médiévale, mais Charles Marc et la verrerie de Saint-Just, avec laquelle il travaille, créent spécifiquement pour Marc Chagall plus de 1000 tons de verre pour créer des verres plaqués à l'échelle de la palette du peintre. On peut également admirer le travail de la grisaille, donc cet oxyde de plomb dilué avec un liant, que Chagall travaille au pinceau en créant des enlevés ou bien à l'éponge, au doigt, créant une peau, des effets de matière et de texture extrêmement diversifiés qui viennent donner vie à la matière vitrée. Ce vitrail du chevet, dédié aux 4 éléments, sur lesquels on peut percevoir l'eau, l'air, le feu et la terre, a été interprété par son commanditaire Guy de l'Astérie du Saillant comme une évocation de la création du monde, apparition des premiers éléments, mais aussi présence de l'Esprit Saint à travers ce rayon et cette colombe qui apparaît donc dans cette atmosphère bleutée. Tout en haut de la baie, sur la rose en forme de trèfle, on peut observer un petit couple qui, selon donc Isabelle de l'Astérie du Saillant, représente les commanditaires comme un clin d'œil à cette tradition médiévale dans laquelle les artistes, bien souvent, représentaient les donateurs dans leurs vitraux ou dans leurs œuvres.
Après cette première commande, Guy de Lasteyrie du Saillant demande à Chagall d'orner cette fois les vitraux de la nef, de façon à parvenir à une chapelle Chagall. Chagall est heureux de terminer le travail entrepris et dédie ses vitraux de la nef aux travaux des champs, à la demande donc de Guy de Lasteyrie du Saillant, qui suggère de représenter le blé, les troupeaux de moutons, la vigne et la pêche, en référence à la fois aux travaux agricoles et à la rivière, la Vézère, qui passe à proximité de la chapelle. Ces vitraux sont extrêmement transparents, ils ne sont plus en verre doublé mais en vitrage, de façon à laisser entrer la lumière et à éclairer au mieux cette chapelle relativement sombre. La touche de Chagall à la grisaille se délie, se libère, elle est extrêmement vibrante et rappelle certaines peintures des années 80 qui coïncident avec la période, donc 1979, à laquelle Chagall réalise ses vitraux de la nef. On y trouve aussi ce jaune d'argent, réalisé, donc une matière réalisée à partir de sel d'argent sous forme de sulfure et d'un liant qui permet d'obtenir ce jaune très intense qui est posé par le peintre verrier au revers du vitrail et qui donne lieu à une cuisson spécifique. Ce qui est marquant dans ce cycle de vitraux de la nef, c'est l'importance du chemin de plomb tracé par Charles Marc qui se libère du dessin de Chagall et qui vient par l'inscription de ce squelette de lignes de plomb abstraites inscrire un rythme et une dynamique qui lui est propre. Le dernier des vitraux que Chagall réalise dans cette chapelle et qui vient compléter l'ensemble des fenêtres du lieu est cet oculus qui représente 2 bouquets et dont le thème est donné par Isabelle de Lasteyrie du Saillant suite à sa visite d'une rétrospective Chagall à Paris et à l'admiration de grands tableaux représentant des bouquets. Elle demande à Chagall que cet oculus reprenne ce motif du bouquet et Chagall est ravi de réaliser ce petit vitrail qui a la particularité de rassembler un très grand nombre de tons. Béla Meyer, l'une des petites filles de Marc Chagall, y voyait d'ailleurs un travail très proche de celui d'un joaillier, du sertissage de pierres précieuses, de gemmes, qui rapproche ce vitrail d'un ouvrage extrêmement minutieux et précieux. Chaque étape de fabrication d'un vitrail, ça commence par la maquette, l'artiste fait sa maquette. Avec Chagall, la maquette repassée dans les mains de Charles Marc, qui lui faisait le carton. Alors, la maquette était prise en photo, les photos étaient agrandies à l'échelle réelle. Sur cette photo, on mettait un calque avec la mesure des vitraux de chaque panneau. Et Charles Marc, au fusain, en premier, il dessinait les traits de plomb pour les changements de couleur. Et une fois qu'il avait bien défini avec son noir, là, il passait le crayon rouge pour bien tracer le plomb. Donc, une fois que c'était mis au plan provisoire, Charles Marc et Brigitte passaient ce qu'on appelle un jus et traçaient les grosses lignes de la peinture de Chagall. On mettait ça sur le jour, Chagall venait et il faisait sa peinture après. Il travaillait un petit coin du vitrail, là, et puis d'un seul coup, il allait remettre une petite touche un peu plus haut. Il revenait, il en remettait une là. Et au fur et à mesure, le dessin changeait et on finissait par avoir une vision complète de ce qu'il avait fait. Mais c'était formidable parce que il travaillait ici, et dans sa tête, il était déjà 1 mètre plus haut à penser ce qu'il allait déjà faire. Le premier Simon Verrier, peintre verrier à Reims, c'est mis en 1640, avec un petit chef-d'œuvre de corporation. Il y a eu 12 générations de Simon du côté maternel à Reims. Et donc la particularité de cet atelier, c'est... D'abord, il s'est passé une chose très importante. Un drame, c'était la Première Guerre mondiale, où mon grand-père Jacques Simon, revenant blessé de la guerre, est chargé par l'équivalent du ministère des Beaux-Arts de l'époque, en 1917, de déposer les vitraux anciens de la cathédrale de Reims sous les bombardements allemands.
avec l'aide de l'armée et des pompiers de Paris. On le charge aussi, dans la foulée, de restaurer l'ensemble des vitraux anciens de la cathédrale, ce qui prendra quelque chose comme pas loin de 20 ans. Quand ma mère a repris l'atelier, elle a donc rencontré mon père Charles Marc, et qui n'avait rien à voir avec le métier du vitrail, qui avait fait des études de philosophie, qui se passionnait pour la musique, qui n'avait jamais vraiment dessiné, et qui, en rencontrant Brigitte, se met à dessiner, et puis ils décident ensemble de reprendre l'atelier, tous les deux. Et pendant des années 1950 jusqu'à 1957, donc ils font ils restaurent beaucoup de vitraux, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des dommages de guerre, des crédits de dommages de guerre, et puis donc à un moment donné, il travaillait avec un architecte en chef du monument historique qui était Robert Renard, avec qui il travaillait dans les Ardennes, dans le Gers, dans plusieurs endroits, qui travaillait aussi à la cathédrale de Metz. Et cet architecte était tout à fait original. Et il a eu tout d'un coup dans l'idée de faire appel à des peintres contemporains pour réaliser des vitraux dans un édifice classé monument historique. Et c'est comme ça que, pour la première fois en France, on trouve des vitraux d'art contemporain, les premiers étant ceux de Jacques Villon, et puis dans la foulée ceux de Roger Bissière, et aussitôt, mais presque en même temps d'ailleurs, ceux de Marc Chagall. Ça n'a pas été simple. Comme toute chose nouvelle, on pourrait presque dire un petit peu révolutionnaire pour les gens qui n'avaient pas l'habitude, dont la culture était le vitrail ancien, c'était quelque chose de totalement inattendu, un peu dérangeant. Je pense que ce qui a été primordial, c'est cette confiance qu'avait Chagall en mes parents. Il y avait une amitié, il y avait une très grande complicité, ce qui créait une énergie encore plus positive, puis avec l'équipe des compagnons, comme disait Michel tout à l'heure, c'était un travail d'équipe, où Chagall était complètement intégré à l'équipe, sans aucune hiérarchie, c'était le travail pour le travail. Ce que cette exposition démontre vraiment d'une manière très, très évidente, c'est la qualité de travail de Chagall. Le vitrail ne se conçoit pas d'un jet, tout simplement. Mais c'est un travail de longue haleine de Chagall avec Chagall lui-même, de maquette en maquette. Le cycle Adassa en est une excellente illustration. Déjà aussi le travail d'échelle, de la plus petite maquette de cette taille jusqu'à la maquette définitive en 5 étapes différentes à travers 66 maquettes. Les premières maquettes n'ayant pas de couleur, donc on voit bien à quel point la couleur elle est blanche au départ parce qu'elle est représentée par le fond de papier, donc elle est en réserve. Les formes doivent s'inscrire sur le papier, d'abord au crayon, ensuite à l'encre de Chine, jusqu'à ce que le lavis ou un jus de lavis puisse faire vibrer le papier différemment, et l'arrivée de la couleur, mais toujours avec des collages de papier ou de tissu qui viennent ensuite rappeler la densité à obtenir pour la traduction de la maquette en verre. C'est ce processus, ce long processus de travail qu'il a toujours appliqué, que ce soit pour Metz, que ce soit pour le plafond de l'Opéra. Je suis toujours en admiration devant cet esprit très humble qu'avait notre grand-père, cet artiste Chagall, qui a su inconsciemment, sciemment, ou inconsciemment, consciemment, construire ce monde en revenant, jamais d'une manière linéaire, mais toujours d'une manière circulaire, comme disaient Michel Pierret ou Benoît Marc avant. Ils travaillaient toujours
simultanément à 2 endroits différents, à 3 endroits différents. Donc il revenait toujours sur quelque chose pour mieux aborder ensuite la prochaine étape. Il était lui-même catalyseur de ce qui devait produire à la prochaine étape. On est face à un mystère. On se dit comment cet artiste qui n'avait pas fait d'études d'architecture, qui ne va pas mesurer la lumière tous les jours, le matin et le soir dans cet édifice, comment il avait intégré la couleur de la pierre, la matière, la lumière qui se pose sur la pierre à tout instant de la journée, dans toutes les saisons, pour pouvoir savoir ce qu'il fallait créer comme ton, ce qu'il fallait créer comme gravure, où est-ce qu'il fallait modérer, moduler, revenir sur un ton atténué ou accentuer une certaine tonalité pour faire ressortir des figures, pour ensuite créer une vibration et un dialogue avec celui qui entre dans l'édifice. Et ces vitraux ne sont pas uniquement une décoration, c'est un acteur, deviennent acteurs vivants à l'intérieur d'un édifice. Nous établissons un dialogue constructif et certainement un dialogue qui peut nous aider aujourd'hui à comprendre le monde actuel.